Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Donc là, l'épisode va sortir en plein août. Si vous l'écoutez à un autre moment, c'est pas grave, mais voilà. J'espère que tout se passe bien pour vous et que jusque-là. Et aujourd'hui, justement, l'épisode, c'est un épisode assez spécial, hein, différent des autres. C'est vraiment un épisode de réflexion, de poser avec soi-même et se faire son propre audit. Aujourd'hui, je vais vous donner les éléments pour vous aider à faire ça, quel que soit votre niveau en recherche clinique. Ça peut aider aussi honnêtement pour d'autres domaines, mais voilà, comme je parle forcément aux professionnels de la recherche clinique, donc je vais vous donner des exemples sur ce domaine-là. J'ai décidé de poster cet épisode-là en été parce que c'est vrai que on a 2 grands moments de l'année où on se remet profondément en question. Il y a 2 phases de pause, de recul où l'on réfléchit à notre vie, à notre job, à nos choix, à tout. Et généralement, c'est pendant calme, pendant, qu'on est posé. La première, vous la connaissez tous, hein, le fameux nouvel an, avec les fameuses nouvelles résolutions de janvier qui est souvent pleine de bonnes intentions, mais rarement tenue, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est vraiment l'été. On en parle moins, mais personnellement, ces dernières années, l'été, me permet vraiment d'avoir des idées, que ça soit, en création de contenu, que ça soit, par rapport au travail et cetera les vacances, le soleil, la déconnexion, le silence parfois, voilà, c'est le moment parfait, en fait, pour faire le point et avant de commencer, je ne sais pas si c'est juste un ressenti, si c'est une question de génération ou autre chose, mais c'est vrai qu'on a du mal en fait à se retrouver avec soi-même. On a du mal à écouter, notre cerveau ne s'est plus habitué, il est tellement sursollicité qu'il ne s'est plus habitué à écouter sa voix, à accueillir les pensées d'une manière positive. Je vous donne un exemple, une ancienne collègue avec qui j'ai parlé de ça, il y a longtemps. Donc on parlait de podcasts et cetera, de musique, voilà et puis, il y a cette personne qui me dit: «En fait, moi, je n'arrive pas à rester dans le silence». Par exemple, dans le transport, c'est horrible, en fait. C'est une torture de ne pas avoir d'écouteurs. Bon, j'avoue qu'il y a quelques années, c'était aussi une torture pour moi. Hem, J'avais des écouteurs pourris qui se déchargeaient, en 2 secondes et donc pour le chemin du retour, voilà, il y avait le bruit des transports, des gens, enfin de la vie quoi, de ce qui nous entoure et c'est vrai que c'était un peu une torture de ne rien pouvoir faire. On peut pas regarder le téléphone, enfin on peut pas regarder des vidéos et déranger les gens à côté, voilà, on peut rien faire, on peut juste lire et c'est vrai que c'est dérangeant en fait de se retrouver avec soi-même. C'est un peu comme un tsunami où, notre cerveau est tellement occupé par autre chose, je mets ça entre guillemets, que ça soit la musique, des podcasts, autre chose, à lire, hein, un livre, voilà regarder une série. Parfois, il y a des gens que je vois qui regardent des séries quand elles font de longs trajets, ben, des séries, sur le téléphone, voilà, peu importe, mais le cerveau est occupé par quelque chose et en fait, à partir du moment où on se retrouve sans écouteurs ou sans téléphone ou autre, ben, on se retrouve avec soi-même. On reçoit toutes nos pensées comme une sorte de tsunami, qui nous envahit et c'est un sentiment un peu bizarre. Donc si vous le ressentez, c'est normal. Mais là, je vous donne vraiment les clés pour en profiter de ce moment de silence. Surtout si vous êtes en vacances, bah, généralement, notre cerveau se libère, en fait. On est loin des urgences du quotidien. Notre cerveau, voilà, il a un peu plus de place pour, la réflexion et on n'est pas forcément dans l'action, mais dans l'observation, en fait. Donc moi, je vous invite vraiment à faire cet exercice, mais pas, forcément en été, hein. Je prends l'exemple de l'été parce que c'est les vacances de l'année, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des personnes qui prennent, en hiver, qui prennent pas en été, voilà. Là, je parle vraiment de 80 des personnes et il faut essayer d'accepter ça parce que ça peut être une bonne chose justement pour votre carrière, pour faire le point, pour faire une sorte d'auto-audit, de sa vie en fait, et c'est bien parfois de le faire par petites tranches et ne pas attendre forcément la fin d'année pour faire les fameuses, résolutions. Donc malheureusement,
Aussi, hein, je me base sur, une discussion que j'ai eue avec plusieurs personnes et même sur mon expérience personnelle. Un premier réflexe qu'on a lorsque, on a cette petite voix qui commence à parler, c'est de l'étouffer, en fait et de se dire: «Ah non, non, je veux pas, penser au boulot, je veux pas parler de boulot, je suis en vacances et je pense pas à ça». Donc je mets en pause tout ce qui est évolution, tout ce qui est, voilà, ce que j'ai envie de faire et cetera. Moi, quand je parle de coupure, je parle pas de, aller vérifier ses mails et répondre aux mails, hein. Ça, je suis contre, honnêtement. Sauf si vraiment on n'a pas le choix. Mais, je parle vraiment de, réfléchir en fait sur la suite. On n'est pas aussi obligé d'être tout le temps dans l'action. C'est pas le but en fait de mon podcast. C'est pas de vous dire: «Voilà, il faut être dans l'action, il faut jamais s'arrêter, il faut tout le temps réfléchir et cetera». Pas besoin de faire le vide quand même. Mais si vous avez cette petite voix, que vous vous posez des questions et cetera, aujourd'hui je vais vous donner quelques outils qui peuvent peut-être vous aider à réfléchir, à y voir un peu plus clair, à peut-être prendre des décisions. Ça sera pas exhaustif, bien sûr, mais l'idée vraiment, c'est de vous guider dans ce sens-là parce que moi, ça m'a aidé de faire ça et je le fais à n'importe quel moment de l'année, pas uniquement, en été, pas uniquement en hiver, pas uniquement à des moments fixes. Notre vie, voilà, elle est, elle est assez spontanée et imprévisible et on peut pas faire les choses d'une façon fixe. Là, lorsqu'on se pose des questions sur la carrière, généralement, c'est: «Est-ce que je change de poste? Est-ce que je me lance? Est-ce que je fais une reconversion? Est-ce que je fais telle formation? Est-ce que je postule maintenant? Est-ce que j'attends?» et cetera. On se pose plein de questions. Est-ce que je négocie mon salaire? Est-ce que je demande, j'évolue en interne? Est-ce que je change? OK, je m'ennuie dans mon travail, j'aime pas trop, mais je n'ose pas trop partir parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà, on se pose énormément de questions et on a tellement peur qu'on préfère, bloquer ça et ne penser à rien. Donc, déjà, vous n'êtes pas seul. Vous avez, allez 90 de la population qui pense comme ça, quel que soit le domaine, pas uniquement en recherche clinique et aujourd'hui, on va parler de plusieurs niveaux. Je vais regrouper en 3 grandes catégories. Là, je vais donner l'exemple d'Arc, d'accord? Mais c'est applicable vraiment pour tout le monde, que ça soit chef de projet, biostat, data, voilà, vraiment tout le monde, parce qu'on a 3 grands stades de notre vie professionnelle. Soit, voilà, on vient de finir la formation, on cherche un stage, une alternance et cetera. Soit on est junior, soit on est senior, mais, c'est vraiment applicable pour tout le monde. Donc moi, je vais donner l'exemple d'Arc, pour que ça parle à la majorité des personnes. Donc là, si on parle de la première étape, c'est vraiment les personnes qui viennent de finir la formation à la recherche de stage, d'alternance, un premier poste. On peut parler de, moi, je les appelle baby arc. Donc, ces personnes-là, généralement, elles ne savent pas déjà par où commencer, par quoi commencer, quoi choisir, etc. Je vais décortiquer hein, au fur et à mesure. La deuxième catégorie, c'est les arcs juniors. Les juniors, c'est vraiment, les personnes qui ont cette petite première expérience, que ce soit un stage ou un poste, ou voilà les 2, et qui ont la tête pleine de doutes. «Est-ce que je reste? Est-ce que je change? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je change de poste? Je passe de, je sais pas, d'arc hospitalier à moniteur, je passe de moniteur à je fais quoi?» Les arcs seniors, c'est complètement notre virage. On est à un autre niveau. Là, est-ce que j'évolue vers un poste, de coordination? Est-ce que je change complètement de voie? Je vais vers la data, je vais vers, voilà, un dépendant. Est-ce que je fais ça, je fais ci, je vais vers la PV? Enfin, c'est tout un et ça dépend vraiment du background, du profil et cetera. On peut pas tous prendre le même chemin et c'est un peu le but, en fait, de cette réflexion et de ce plan-là. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est simple, c'est que ce genre de réflexion ne doit pas être ignoré. Parce que là, quelle que soit la catégorie, on se pose à un moment de notre vie tout le temps des questions et parfois on préfère la facilité de fuir, de se dire: «Ah oui, oui, non, moi j'ai pas envie de changer mes habitudes, j'aime trop ma routine donc j'ai pas envie de changer» et cetera. Et puis l'idée c'est de profiter de cet été, dans le calme, tranquillement, pour faire ce travail-là, pour faire ce point. C'est pas du tout une perte de temps, au contraire et
peut-être qu'en septembre, vous allez y voir un peu plus clair, et quel que soit le moment où vous le faites, hein. C'est probablement l'investissement le plus stratégique que vous puissiez faire pour vous-même, donc restez jusqu'au bout. Là, je vais spoiler juste une chose, parce que j'ai écrit un article sur ça. Est-ce qu'on peut postuler pendant l'été? La réponse est oui. Voilà. Là, vraiment pour tout le monde. Certes, il y a pas beaucoup de réponses et cetera, mais oui. Donc là, je parle d'articles parce que, je collecte des témoignages sur ça. D'ailleurs, si vous voulez, dire quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais, j'ai pas mal de témoignages de chargés de recrutement, par exemple, ou de chefs de DURC et cetera, qui vont, expliquer pourquoi et chacun va expliquer son point de vue. Donc ça, c'est pour le tout ce qui est candidature, quel que soit le niveau. Là, si on va prendre, par exemple, le baby arc. Donc, c'est une personne qui vient de commencer. Donc, tu es en formation. Tu cherches un stage, alternance, un premier poste en recherche clinique. Parmi les questions qu'on me pose souvent, la première, c'est: je fais quoi? Est-ce que je fais arc moniteur ou hospitalier? Et j'ai l'impression parfois quand je fais mes accompagnements, que ça soit avec l'école ou que ça soit un accompagnement individuel, j'ai l'impression que les personnes se sentent obligées d'avoir une réponse. Moi, je pose la question parce que c'est dans le cadre des simulations d'entretien, d'accord, pour préparer les personnes à postuler, etc., à optimiser leur stratégie de candidature. Eh bien, je pose la question tout simplement: ok, tu vises quoi? Et puis, soit la personne est gênée de dire: «Je ne sais pas, j'aime les 2 ou je ne sais pas trop quoi aimer», soit, elle va vers une direction un peu malgré elle. Donc j'ai eu plusieurs réflexions, hein. Là, heu, une première, c'est: «OK, je choisis arc investigateur parce que ça m'a l'air plus facile qu'arc moniteur». Je dis: «Mais en fait, pour information, l'arc investigateur généralement gère plus d'études que l'arc moniteur, donc voilà. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est pas vrai. De 2, là, d'autres personnes, c'est par rapport à leur vie personnelle. Par exemple, elles ont des enfants, en bas âge et cetera, et ça, c'est compliqué. C'est quelque chose que je comprends. Alors j'ai écrit un article sur ça, arc et maman. Je mettrai, hein, tout ce que je suis en train de dire, je mettrai en tout cas en description les articles que je cite et cetera. Mais c'est vrai que vraiment, hein, les mamans qui sont ARC moniteurs, je vous admire. C'est difficile. Déjà, sans faire de monitoring, être parent, c'est une grande responsabilité. Il faut gérer son temps, il faut vraiment, essayer à chaque fois de trouver cet équilibre vie pro, vie perso qui est compliqué, et ça applicable pour tout le monde, même pour certains papas, hein, voilà, je vous exclus pas. Mais faire des déplacements et s'occuper de son petite le soir, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a certaines personnes, et d'ailleurs, voilà, je le décris dans mon article, il y a certaines personnes qui trouvent une combine. Il y a certaines personnes qui trouvent une combine en interne. Mais c'est vrai qu'au début, on n'ose pas trop. D'accord? Lorsqu'on cherche un stage, on peut pas dire: «Oui, écoutez, moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci». Donc, dans la majorité des cas, j'ai l'impression que les personnes choisissent Arca Investigateur ou choisissent le milieu hospitalier de manière générale, juste par rapport à ce point-là de, configuration familiale. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais si vous avez la possibilité d'être aidé, d'être épaulé, franchement, pourquoi pas? Ça reste un stage, vous allez voir, vous allez essayer, tester si ça vous va ou pas. Généralement, le stage dure, allez, 4 mois, 6 mois max, et puis vous allez avoir votre idée et vous allez tester. Donc je pense qu'il faut oser, en fait, tester juste pour quelques mois, faire des compromis, essayer de voir qui pourra vous aider, vous épauler, et puis foncer. Maintenant, si c'est vraiment impossible, voilà. Il y a aussi une troisième catégorie, moins, question qu'on me pose: «OK, je suis faite pour quoi?» En fait, si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Ça, c'est clair. Mais théoriquement, quand une personne a déjà eu un contact avec les patients,
elle était infirmière, elle était médecin ou autre, elle va naturellement vers cette voie-là. Mais parfois, on a aussi besoin de changer. C'est-à-dire qu'il y a certains formateurs, honnêtement, les formateurs qui m'écoutent, hein, qui forment des arcs, mais essayez de ne pas mettre les gens dans des cases parce que, ok, la personne a un background précis, pouvez conseiller, mais c'est pas, oui, toi, t'es faite pour être arc, investigateur, toi, t'es fait pour ça, toi, t'es fait pour ça. Il y a pas de... En fait, moi, j'ai eu la réflexion, en tout cas il y a longtemps, de, toi, t'as une tête de tech. Comme ça, avec ces dires-là, j'ai dit: «En fait, il y a peut-être, est-ce qu'il y a une tête à quelque chose?» Enfin, je je comprends pas et pourtant j'ai toujours travaillé du côté promoteur parce que, bah, je ne me voyais pas en tant qu'arc, hospitalier avec les patients, surtout en oncologie où, je vois le patient aujourd'hui, demain il décède. Honnêtement, je voilà. Je ne sais pas si c'est une hypersensibilité, si c'est, un surplus d'empathie ou autre, mais moi, c'était vraiment je me suis même pas posé la question, donc c'était plutôt simple. Mais la première question qu'on se pose en tout cas, il faut faire le point et c'est la checklist que je vais donner à la fin, c'est de se dire: «OK, moi, qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que j'aime? Quel milieu est-ce que je préfère? Hospitalier, bureau et cetera? Est-ce que j'aime bien les déplacements? Est-ce que ça?» Après, je mets entre parenthèses les déplacements parce que c'est vrai que pour valider la formation et je vous laisse confirmer avec vos écoles respectives, mais pour valider une formation, il me semble qu'il ne faut pas forcément faire que ARC moniteur ou hospitalier. Il y a CTA aussi, donc Clinical Trial Assistant, ou GEC, gestionnaire d'études cliniques, c'est le même poste. Et en fait, c'est quelqu'un, c'est un support pour les ARC. Généralement, c'est dans les CRO, c'est pas dans les URC qu'il y en a, mais c'est rare. Mais voilà, il faut voir de ce côté-là, en fait. Il y a pas de déplacement, vous êtes, du côté promoteur et peut-être que dans un début, vous pouvez mettre le pied dans ça et après voir comment ça se passe. Je sais pas, ça reste une proposition. Donc en tout cas, je mettrai toutes les checklists, en description, mais voilà, le but, c'est vraiment de faire une sorte de bilan. Il y a plusieurs questions qu'on se pose au début. Ah oui, il y a une chose importante. Pareil, ça m'a je n'ai pas compris, en fait, pourquoi on a cette impression-là de: «OK, si je choisis cette voie-là, c'est fichu, je dois rester dans cette voie». Mais c'est pas vrai! Exemple, si je choisis arc investigateur, ça c'est le classique, est-ce que je pourrais être moniteur plus tard? Oui, j'ai peur d'être bloquée. J'ai eu aussi une question sur, ok, mon stage c'est sur une étude RWE, donc sur données de vie réelle. Euh, j'ai peur en fait, de me spécialiser dans ça, de ne faire que ça et que pour après, je vais pas être, embauchée, par les autres et cetera parce que c'est niche, parce que nin. Je me dis: «Mais attends, c'est une première expérience». Moi, j'ai commencé par une étude observationnelle, hein et voilà, un monito reste un monito, c'est les mêmes bases. Donc c'est on se pose des questions, encore une fois, c'est légitime, mais aujourd'hui, je vous donne vraiment les éléments, dans cette checklist-là pour faire le point. Pour faire le point, pour voir, en fait, c'est selon, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, le l'atmosphère que vous aimez, est-ce que vous préférez le milieu hospitalier, travailler avec des médecins, des infirmiers et cetera? Est-ce que vous préférez travailler dans un bureau, faire des déplacements et tout ça? Est-ce que vous préférez plutôt l'aspect contrôle qualité, vous êtes plus à l'aise avec, tout ce qui est rédactionnel et tout, ou vous êtes plus à l'aise avec tout ce qui est relationnel? Donc voilà, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, au pire, déjà, conseil aux recruteurs, ne dites jamais que vous ne savez pas quoi faire. Dans votre CV, ne mettez jamais arc/tech. Heu, je dis ça comme ça, je sais qu'il y a peut-être des chargés de recrutement qui vont voir le podcast, mais c'est vrai. Si je reçois quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui ne sait pas pourquoi il fait ça ou ça, bah, j'aurai des doutes, en fait, sur ses motivations. Donc il faut faire attention à ça et ne pas se dire: «OK, je vais être transparent», mais ça peut, être, désavantageux pour vous. Donc évitez, d'exposer, en fait, vos doutes, tout simplement.
Au pire, ce que vous pouvez faire, si vraiment cette checklist-là ne va pas vous aider, ce que vous pouvez faire en dernier recours, c'est de OK, postuler pour les 2 et la première opportunité, OK, par exemple, j'ai du temps, moi, ça se passe comme ça. Mais il faut vraiment personnaliser vos documents. Vous n'allez pas faire un truc, bateau, voilà, que vous envoyez à tout le monde, mais la motivation, elle change. Je dis n'importe quoi, dans la lettre de motivation, on va écrire autre chose dans la partie motivation par rapport à entre arc moniteur et investigateur. Pareil, si on a un background, par exemple en tant que médecin, bah, on peut mettre en avant certaines choses, heu dans les compétences dans les CV, on met pas en avant la même chose pour Arc Moniteur et Investigateur. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas? Bon, là, on va passer à Arc Junior. Tu es Arc Junior si tu as, allez, 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus d'expérience en tant qu'Arc, ou autre chose, encore une fois. Tu sens que ça bloque, que ça gratte quelque part, que voilà, tu ne sais pas comment faire le tri, en fait. Est-ce qu'il y a un vrai problème, ou une lassitude? Donc il faut savoir, en fait, est-ce que, tu te lèves sans motivation depuis 2 mois, si tu es frustré par le poste, par l'environnement, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent du métier lui-même, donc il faudra changer? Ou est-ce que c'est le contexte, c'est l'atmosphère du bureau et cetera? Il faut se poser ce type de questions, en fait. Généralement, on c'est la phase où on étouffe vraiment cette voix. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui a posé cette, fameuse règle de changer de boulot tous les 3 ans, pour pouvoir négocier, son salaire, enfin d'être en constant changement, mouvement et cetera. Je sais pas qui a dit ça, mais franchement pour moi, c'est pas, faut pas faire de ça une généralité. Ça dépend des opportunités. Ça dépend, encore une fois, de l'expérience de chacun, du background de chacun. Le meilleur combo, si ça se passe, en termes d'environnement et humainement parlant, si ça se passe bien en interne, franchement et si vous arrivez à évoluer en interne, c'est la première chose à faire. Franchement, si je me base sur mon expérience, moi, je suis restée longtemps à la PHP et je regrette pas du tout parce que, heu, c'est vrai que à un moment, je sentais que, OK, je suis restée trop longtemps, peut-être qu'il faut changer. Mais changer pour changer, ça ne servait à rien, en fait. J'étais là dans cette démarche-là de, OK, il faut changer parce que quelqu'un a dit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, on voit, en fait, si on n'a plus de mouvement, de possibilité de mouvement, en interne, OK, on va aller voir ailleurs et ensuite, voilà, dire que moi je vais quitter parce que il y a plus d'opportunités ici, c'est bon, j'ai atteint un plafond de verre, j'ai envie de voir autre chose. Maintenant, si encore une fois l'environnement vous plaît, vous vous sentez bien, voilà, vous plaisez bien, en interne et bien n'hésitez pas à demander. Il y a aussi vraiment, je pense que 50 des personnes passent à côté d'opportunités parce qu'elles ne parlent pas ou parce qu'elles ne valorisent pas, leur travail et ça, c'est dommage, je trouve. Donc je pense que dans un premier lieu, se poser la question si c'est quoi ce ressenti-là? Est-ce que c'est par rapport au travail en lui-même, aux gens avec qui vous travaillez, ça ne vous plaît plus et vous voulez complètement changer? Et dans ce cas-là, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est certaines missions que vous n'aimez pas, et cetera? Certes, dans une entreprise, on ne peut pas forcément faire une to-do list personnalisée pour tout le monde. Malheureusement, on fait tous des choses qu'on n'aime pas. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de négocier tout simplement. On peut négocier tout, hein. On peut négocier son salaire, on peut négocier, ses missions, on peut négocier plein de choses, mais tout est basé sur la communication de toute façon. Donc là, il y a une deuxième chose, c'est, tu te poses la question sur: «Est-ce que j'ai exploré toutes les pistes?» Donc c'est ça. Et il y a aussi, le type d'études. Par exemple, tu as travaillé juste, sur, les RIPH1, tu as envie de voir autre chose ou tu as vu que les études observationnelles, tu veux voir autre chose. Donc n'hésite pas en fait à demander en interne et dire, «Voilà, moi j'ai envie de voir autre chose, de découvrir tel type d'études, je il faut être curieux». Dans les
précédents épisodes d'évolution de carrière, franchement, la majorité des cas, quand je demande à chaque fois à la personne interviewée, OK, quelles sont les compétences clés d'un arc, il y a plusieurs qui parlent de curiosité. Donc vraiment, il faut être curieux, il faut pas faire taire ça. Il faut pas la curiosité mal placée, hein, mais vraiment, il faut faire taire, il ne faut pas faire taire ça. Poser des questions et si vous avez envie de voir autre chose, il faut le dire. Et si on vous stoppe, on vous dit, écoute, il n'y a pas d'opportunité pour toi ici, tu sais quoi faire. Il faut aussi faire le point sur ce que tu as appris jusqu'ici. Que, ok, allez, on parle de 6 mois, 1 an ou allez, 2 ans, c'est plusieurs compétences que tu as pu développer depuis le début, que ce soit soft skills ou hard skills, type de situation qui t'ont fait progresser, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as détesté. Ça aide vraiment à décider de savoir est-ce que tu veux changer, vers quoi tu veux aller, du public au privé, du privé au public, tout ça. Il y a plein d'éléments à faire. Et puis voilà, avec, encore une fois, avec la checklist, moi je propose un plan d'action que tu vas trouver en description. Ça va te permettre de faire un audit, de faire un point sur tes quelques mois, et tu vas t'interroger sur, ce que tu veux faire et ça peut peut-être t'aider quand tu fais tout le bilan, t'aider à, en savoir plus. N'hésite pas à contacter en fait 1 ou 2 personnes qui ont changé de voie récemment, à contacter vraiment ton réseau, à discuter. Le plus simple, hein, si tu es timide et tu pas envie de parler avec des gens, c'est d'aller, un peu scruter, les différents articles que j'ai faits sur LRC, sur larechercheclinique.com et il y a en fait, plusieurs métiers et c'est pas du tout des fiches de poste, hein. C'est loin d'être des fiches de poste parce que c'est facile en fait d'aller voir un fiche de poste, ils vont te lister l'émission et c'est bon. Mais là, je parle vraiment de d'articles avec de vrais témoignages. Alors parfois, ça m'est arrivé de ne pas avoir forcément de témoignages, donc je ne mets pas avantage inconvénient, mais dans la majorité des cas, en tout cas, j'ai pu avoir et je remercie encore une fois les personnes peut-être qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont participé à la rédaction de mes articles, mais qui ont qui ont partagé leur, ressenti sur l'avantage et inconvénient de leur métier. Et là, ça peut peut-être te donner une idée sur, le métier si tu veux changer complètement. Hem il y a aussi, l'étude du marché. En fait, il faut savoir ça, je fais la transition entre arc, junior et senior parce que c'est une question d'écoute du marché aussi. Si, par exemple, tu as pas forcément de préférence et tu es flexible et tu es, multitâche et tu es naturellement, curieux, curieuse et tu as envie de ça te dérange pas de voir autre chose et n'hésite pas à aller voir ce qui est demandé sur le marché, en fait, parce que tout est une question d'opportunité au final. Un troisième type de profil, c'est les seniors. Tu maîtrises déjà ton poste, mais tu sens que tu plafonnes. Tu veux évoluer, mais tu ne sais pas vers quelle direction. Tu sens que tu t'ennuies peut-être, mais tu n'oses pas faire un pas. Pose-toi juste cette question. Est-ce que je veux aller plus haut ou autrement? Déjà ça va aider. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus haut, c'est en fait, pour moi, il y a 2 types d'évolution. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'évolution, on comprend directement évolution hiérarchique, donc plus haut. Évolution verticale. Il n'y a pas que ça, vraiment. Il faut arrêter de penser comme ça. Il y a une évolution horizontale aussi. C'est-à-dire que, OK, on est arc ou on est chef de projet, on est manager, peu importe votre profil, vous êtes là et vous voulez passer soit comme ça donc vous êtes arc, vous voulez passer manager ou vous êtes manager, vous voulez passer chef de projet, et cetera, un poste de coordination, hem, ou vous allez c'est le plus classique, où vous allez voir à côté, c'est-à-dire passer de moniteur à hospitalier, passer de hospitalier à moniteur ou aller, je sais pas, vers le freelancing ou aller vers la data ou aller vers autre chose. Ça, c'est possible de le faire aussi niveau junior, hein. Je dis pas voilà, je dis pas que c'est j'ai pas développé ce point-là, mais c'est applicable aussi en tout cas. C'est à vous en fait de voir à quel niveau vous êtes pour vous projeter. Donc voilà, il faut déjà se poser la question: «Est-ce que je vise vraiment un poste de management? Parce que j'aime la coordination et cetera?» parce que c'est compliqué, hein, il faut gérer, sa propre to-do list, mais gérer aussi, toute l'équipe
c'est compliqué, c'est pas facile à faire. Hem Est-ce que vous voulez juste chef de projet, soumission réglementaire tranquillement entre vous et vos documents? Est-ce que vous voulez un autre poste? Est-ce que votre background vous permet de faire autre chose? Peut-être que vous avez déjà de l'expérience en tant que, je sais pas, vous avez été, pharmacien avant. Vous pouvez peut-être, faire une mini formation pour, aller vers la pharmacovigilance. Je dis ça comme ça vraiment à chaud. Hem, Moi j'enregistre les épisodes, solo, je les enregistre, je me mets un peu des points à suivre, un petit plan, mais tout le reste c'est vraiment spontané. Donc, voilà, ce qui me vient à l'esprit c'est ça, mais il y a vraiment autre chose. Donc n'hésitez pas à voir encore une fois ce qu'il y a sur le marché. Et c'est OK aussi, hein, de vouloir rester arc. C'est parce que pour moi évolution, c'est pas encore une fois, c'est pas forcément vertical. Donc horizontal, ça peut être, aller, découvrir un autre type d'études. Par exemple, vous avez toujours travaillé dans les essais cliniques, vous voulez aller vers l'innovation, vous voulez aller vers les investigations cliniques, donc sur les dispositifs médicaux et cetera. Là, tout ce qui est, RWE, c'est d'actualité, c'est «à la mode» entre guillemets et donc je pense qu'on va encore en entendre parler. Vous voulez aller vers ce chemin-là. Voilà, il y a plusieurs opportunités à prendre. Donc il faut voir en fait quelles sont ses valeurs actuelles. Donc tu te poses la question: «Quelles sont mes valeurs? Je veux être plus libre, plus autonome. Est-ce que je valorise la sécurité, donc CDI. Est-ce que je suis prête à tester autre chose? Est-ce que j'ai envie de former, de transmettre, et cetera? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai accumulé comme valeur? Combien d'études j'ai fait? Quel type de pathologie? Est-ce qu'il y a une pathologie de préférence? Par exemple, j'ai jamais fait d'oncologie et j'ai envie d'aller vers ça. Je n'ai fait que l'oncologie, j'ai envie de voir autre chose. En fait, il y a tellement de questions à se poser et encore une fois, pendant les périodes de calme, c'est vraiment pour moi la période, idéale pour se poser ce genre de questions. Pareil pour, ce type de profil, j'ai préparé une sorte de checklist pour se faire son auto-audit parce que parfois lorsqu'on se dit des choses oralement, c'est un peu difficile en fait, on a envie de les écrire. Donc c'est un peu compliqué de se poser, des questions et de répondre en même temps sans prendre de notes. Donc voilà, il y a des personnes qui ont peur de tout recommencer, c'est-à-dire qu'elles ne veulent plus, en fait, la recherche clinique. Elles veulent complètement sortir, elles ont une passion, elles adorent, je sais pas, faire quelque chose et elles ont peur, en fait, de passer le cap. Donc il faut se poser les questions. Est-ce que je fais une reconversion? Est-ce que je change complètement? Voilà, je suis plus, épanouie dans mon travail. Quelles sont les raisons? Il y a toute cette réflexion à faire. Donc là, c'est pas, encore une fois, un plan d'action que je propose. Alors les plans d'action, je les propose, mais en individuel, via mes sessions d'accompagnement. Mais au final, si je m'adresse vraiment à tout le monde, aux 3 profils, il faut pas hésiter à aller poser des questions. À demander, à se dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a sur le déjà, ce qui est sur le marché, vous pouvez voir les offres d'emploi tout simplement. Maintenant, voir en premier lieu en interne, s'il y a pas en interne, voir aussi ce que vous aimez. Là, si je parle de stagiaires et cetera, enfin les personnes en recherche de stage et cetera, il faut c'est vraiment le début. Vous n'allez pas être prisonnier de votre voix. Faut pas avoir peur de ça, d'accord? Donc il faut choisir, aller de l'avant ou au pire postuler pour tout le monde, mais il faut personnaliser, c'est important. Ne jamais montrer ses doutes. Et puis pour les seniors, juniors, il faut aller voir ce qu'il y a sur le terrain. Ça peut aider en fait à voir, les opportunités. L'idée, c'est de ne pas rester bloqué sans emploi, mais de savoir en fait vers quelle direction aller, qu'est-ce qui fonctionne et cetera, qu'est-ce qui est demandé. Hem Aussi, si vous êtes à l'aise avec tout ce qui est technologie, avec, par exemple, vous êtes fasciné par l'intelligence artificielle dont tout le monde en parle, n'hésitez pas à vous faire former. Là, bientôt, en septembre, on lancera, avec Samy, NeoTrial, qui est, une formation, sur l'IA en santé et l'IA, générative en recherche clinique et en fait, ça peut peut-être vous aider à avoir une compétence supplémentaire, ça c'est vraiment quel que soit le niveau et c'est vraiment un grand plus à avoir sur son CV. Donc voilà, faut pas hésiter à aller voir côté formation. Il y a le compte CPF
qui existent. Peut-être que vous ne savez même pas que vous que vous avez droit, donc il faut aller voir, convertir ces heures en argent et se payer une formation, quel que soit le domaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers ça. Donc vous allez trouver toutes les checklists, en bas de cette vidéo ou audio, quel que soit le format que vous avez aujourd'hui et n'hésitez pas à me faire votre retour sur les checklists, comment vous les trouvez, est-ce que ça vous a aidé ou pas? En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Encore une fois, c'est pas forcément exhaustif, mais l'idée c'est, de déclencher un peu cette réflexion pour, vous aider à faire un pas en avant. J'espère que ça vous fera du bien en tout cas. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis très bonne journée ou bonne soirée où que vous soyez et à très bientôt pour un nouvel épisode.